39 à 40 degrés Celsius. Une douleur abdominale constante, brutale, qualifiée d'emblée de maximale dès la première seconde d'apparition. Un arrêt total et absolu du transit intestinal, bloquant l'expulsion des gaz et des matières. Ce tableau clinique n'est pas une simple inflammation. C'est l'un des événements médicaux les plus létaux en gastro-entérologie et en chirurgie viscérale, la péritonite aiguë. Il s'agit d'une infection aiguë, gravissime, qui diffuse de manière incontrôlable à travers l'ensemble de la séreuse péritonéale. La cause première réside dans une brèche physique, la perforation d'un organe creux intra-abdominal, la diffusion à partir d'un organe déjà putréfié ou une septicémie par voie hématogène. Sans bloc opératoire immédiat, le pronostic vital est engagé à très court terme. L'infection détruit les barrières physiologiques et provoque un choc toxi-infectieux. Un œdème pulmonaire lésionnel avec hypoxémie. Les données médicales sont formelles. L'issue est fatale sans une double intervention, associant une réanimation intraveineuse massive et une laparotomie exploratrice en urgence. Voici le dossier complet, technique et chronologique de la destruction de la cavité abdominale par la péritonite aiguë. L'agression initiale commence par l'éruption soudaine d'un agent étranger, chimique ou bactériologique, dans la cavité péritonéale, une zone physiologiquement stérile. Les données histologiques montrent que dès les premières minutes suivant cette effraction, le péritoine pariétal et les mésos subissent une hypervascularisation réactive extrêmement violente, immédiatement suivie d'un œdème tissulaire massif. Le corps tente d'endiguer la brèche en générant un épanchement péritonéal. Initialement, cet épanchement peut être aseptique, notamment dans les cas de péritonite chimique provoquée par la perforation d'un ulcère duodénal libérant de l'acide gastrique, constituant une véritable brûlure interne. Cependant, ce liquide, riche en protéines exsudées dans les mésos, se surinfecte irrémédiablement dans un second temps pour devenir purulent. Dans le cas d'une péritonite bactérienne, consécutive par exemple à une perforation colique, l'agression est d'emblée septique. Des milliards de germes, majoritairement anaérobies, inondent l'abdomen. Les conséquences systémiques sont dictées par la libération massive d'endotoxines circulantes dans le réseau sanguin. La mécanique des fluides corporels est alors totalement bouleversée. L'épanchement infecté migre par gravité pour se collecter dans les zones déclives de l'anatomie humaine, les hypochondres et le cul-de-sac de Douglas, situé au point le plus bas de la cavité pelvienne. En réaction, le système immunitaire déclenche la production de fausses membranes adhérentes au péritoine. Celles-ci, couplées à la mobilisation de l'épiplomb, tentent de colmater, souvent en vain, le foyer causal. La diffusion métastatique locale de cette infection provoque un effondrement neurologique du système digestif, diagnostiqué sous le nom d'iléus paralytique. Les anses intestinales se distendent, leurs parois s'épaississent sous l'effet de l'inflammation, créant ce que les réanimateurs nomment le troisième secteur. Il s'agit d'une séquestration liquidienne massive hors du système vasculaire, entraînant une hypochlorémie efficace précoce et une hypovolémie critique. À ce stade, le patient entre en choc septique. La chute du volume sanguin circulant prive les organes vitaux de perfusion. Le cœur développe une incompétence myocardique, les poumons subissent une hypocapnie sur œdème lésionnel et les reins s'arrêtent de filtrer le sang, nécessitant un remplissage vasculaire en extrême urgence pour prévenir une nécrose tubulaire irréversible. Le diagnostic de la péritonite aiguë généralisée chez un adulte jeune, prise à son stade initial, repose sur un recueil de preuves cliniques strictes, sans même attendre l'imagerie. Le premier marqueur est la douleur. Les rapports médicaux la décrivent invariablement comme constante, d'une intensité intolérable, atteignant son paroxysme à l'instant précis de la perforation. Le sillage topographique initial de cette douleur est la clé de voûte de l'orientation étiologique, bien qu'elle se généralise très rapidement à l'ensemble de l'abdomen. Simultanément, le système nerveux sympathique déclenche des vomissements incoercibles, d'abord alimentaires, puis purement bilieux. Le transit intestinal est frappé de paralysie absolue. C'est l'arrêt net des gaz et des matières, bien que des épisodes de diarrhée paradoxale soient documentés dans certaines variantes cliniques. La température corporelle s'envole entre 39 et 40 degrés Celsius, à l'exception notable des perforations d'ulcères duodénales à leur stade précoce, où le patient demeure apyrétique. L'examen visuel du patient révèle le faciès péritonéal,
Les traits du visage sont tirés à l'extrême, les yeux profondément cernés, le teint devient terreux, presque cadavérique, reflétant une anxiété majeure associée à un pouls périphérique petit, filant et tachycarde. Cependant, la preuve médico-légale absolue de la péritonite réside dans la palpation abdominale. Le praticien, utilisant des mains réchauffées, posées à plat, recherche le signe pathognomonique, la contracture abdominale. Cette réponse musculaire involontaire est décrite dans la littérature chirurgicale par 5 adjectifs stricts. Elle est permanente, invincible, douloureuse, tonique et rigide. Les muscles grands droits de l'abdomen font saillie, transformant la paroi du ventre en une véritable planche de bois, abolissant totalement la respiration abdominale visible à l'inspection. L'investigation clinique se clôture impérativement par un toucher rectal. L'objectif est d'appliquer une pression digitale sur le cul-de-sac de Douglas. En cas d'infection péritonéale, cette palpation déclenche une douleur foudroyante, connue sous le terme clinique de cri du Douglas. Face à cette accumulation de preuves physiques, le diagnostic est scellé, déclenchant le protocole d'investigation complémentaire et la préparation au bloc opératoire. Bien que la clinique soit souveraine, l'imagerie médicale intervient pour cartographier les dégâts et isoler le point d'origine précis avant l'incision. L'examen de première ligne, l'abdomen sans préparation, recherche les traces radiologiques de la catastrophe intra-abdominale. Le cliché révèle une grisaille diffuse témoignant de l'épanchement liquidien intrapéritonéal, un décollement pariétal du côlon et des anses grêles cernées par le liquide inflammatoire. L'iléus réflexe est visualisé par une distension gazeuse massive de l'intestin grêle et du côlon, formant des niveaux hydroaériques caractéristiques. Mais l'élément le plus recherché sur un cliché réalisé en position debout est la présence d'un pneumopéritoine. Cliniquement suspecté par la disparition de la matité préhépatique à la percussion, il se manifeste à la radiographie par un croissant gazeux clair, inséré artificiellement entre le foie et la coupole diaphragmatique droite ou sous la coupole gauche. Sa présence indique formellement la rupture d'un organe contenant de l'air. Sur un patient incapable de se lever, un cliché de profil couché révélera cette clarté gazeuse en position sous-pariétale. Dans les cas où le diagnostic résiste à l'examen clinique initial, notamment lors des formes frustres ou atypiques, l'échographie abdominale et pelvienne est réquisitionnée. Elle permet de quantifier précisément l'épanchement liquidien, d'identifier des signes de cholécystite aiguë lithiasique dans le cas d'une péritonite biliaire ou de visualiser un pyosalpinx rompu dans le cadre des péritonites génitales. Pour les perforations coliques complexes, particulièrement chez le sujet âgé dit asthénique, un lavement opaque aux produits hydrosolubles peut être injecté. Le dossier biologique, effectué en extrême urgence, comprend l'établissement du groupe sanguin pour d'éventuelles transfusions, une numération formule sanguine, NFS, révélant une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile massive, un ionogramme complet pour évaluer l'effondrement électrolytique, ainsi que des dosages de l'urée et de la créatinine pour acter le niveau d'insuffisance rénale fonctionnelle. Un électrocardiogramme et une radiographie pulmonaire complètent le bilan pour préparer l'anesthésie générale. Il est crucial de noter l'existence de formes cliniques trompeuses. Chez les patients sous corticothérapie prolongée ou les hémodialysés chroniques, les signes inflammatoires sont chimiquement masqués. La contracture est absente, la douleur sourde. Le diagnostic repose alors quasi exclusivement sur la découverte fortuite d'un pneumopéritoine radiologique ou sur la complication terminale d'un abcès sous-phrénique. De même, chez le sujet très âgé, la forme asthénique d'une perforation colique présente une discordance fatale, une absence de contracture et un abdomen peu douloureux, contrastant avec un choc toxi-infectieux d'une violence extrême. La détermination de la cause exacte de la perforation nécessite une analyse rétrospective des antécédents du patient. Le premier suspect statistique est l'ulcère gastro-duodénal. L'interrogatoire, s'il est possible, révèle souvent un passif de douleurs épigastriques et une consommation chronique de médicaments anti-inflammatoires ou d'aspirine. Dans 30% des cas d'ulcères perforés, le pneumopéritoine est étonnamment absent à l'imagerie. Il existe également des perforations dites couvertes, où un organe de voisinage, tel que le foie ou l'épiplomb, vient colmater spontanément la brèche. Dans ce cas de figure, les signes cliniques régressent paradoxalement en quelques heures, laissant persister une simple douleur provoquée à l'épigastre, constituant un piège diagnostique majeur.
Plus vicieuses encore sont les perforations survenant dans l'arrière-cavité des épiplombs, causées par des ulcères situés sur la face postérieure de l'estomac, parfois perforés directement dans le parenchyme pancréatique, entraînant une élévation de l'amylase sanguine et ne révélant qu'une discrète bulle d'air rétrogastrique sur le cliché de profil. Le deuxième grand groupe étiologique est celui des perforations coliques, particulièrement mortelles en raison de la charge bactérienne fécale inouïe qu'elle libère. La diverticulite sigmoïdienne en est la cause primaire. Soit l'abcès diverticulaire communique avec la lumière du côlon, générant une péritonite stercorale stricte, soit un volumineux abcès périsigmoïdien se rompt, provoquant une péritonite purulente. Le cancer du côlon est l'autre responsable majeur de ce groupe. Il génère 2 types de ruptures, la perforation tumorale directe sur le site sigmoïdien infecté ou la perforation diastatique. Cette dernière est une déchirure mécanique survenant sur le cassum en amont d'une tumeur occlusive, là où la paroi intestinale, distendue au-delà de sa limite d'élasticité, subit une nécrose ischémique. Ces péritonites coliques déclenchent des douleurs initiées sous le nombril, sont pourvoyeuses de formes asthéniques chez les seniors, génèrent des pneumopéritoines de volume colossal et présentent un taux de mortalité vertigineux. Les autres coupables potentiels incluent l'appendice, première cause chez le sujet jeune, avec douleur en fosse iliaque droite. Les nécroses du grêle par strangulation sur bride ou volvulus. Les infarctus mésentériques par thrombose artérielle. Ou encore les causes biliaires par perforation de pyocholécystes, souvent rencontrées chez les patientes âgées avec un lourd passé de lithiase vésiculaire. Face au diagnostic de péritonite aiguë, le temps médical s'accélère. Il s'agit d'une urgence chirurgicale absolue, mais toute incision est prohibée sans une phase préalable et simultanée de réanimation hémodynamique agressive. Le patient est intubé ou placé sous voie veineuse centrale de gros calibre, permettant la mesure en temps réel de la pression veineuse centrale. La rééquilibration hydroélectrolytique doit être immédiate pour contrecarrer l'hypovolémie générée par la séquestration liquidienne dans le 3e secteur. Une aspiration gastrique douce et continue est mise en place via une sonde nasogastrique pour décompresser l'estomac, tandis qu'une sonde urinaire est introduite pour monitorer la diurèse heure par heure, seul indicateur fiable de la reprise de la fonction rénale. Parallèlement, une antibiothérapie de couverture large spectre est administrée en intraveineuse, ciblant impérativement les gens aérobies, les bacilles gram-négatifs et surtout les anaérobies strictes. Ce traitement antibiotique probabiliste devra être ajusté ultérieurement sur la base de l'antibiogramme des prélèvements bactériologiques réalisés sur la table d'opération. Le temps chirurgical débute par une laparotomie médiane, la voie d'abord la plus large possible. L'ouverture de la paroi libère instantanément sous pression les gaz fétides et le liquide péritonéal purulent, stercoral ou biliaire. Ce liquide est immédiatement prélevé pour culture. L'exploration de la totalité de la cavité abdominale doit être systématique. Le chirurgien procède à l'exérèse de la lésion causale chaque fois que l'anatomie le permet. Ablation de l'appendice nécrosé, de la vésicule gangrénée ou résection du segment colique perforé. Une règle d'or chirurgicale absolue régit cette étape, l'absence stricte de suture en milieu septique. Réaliser une anastomose intestinale baignant dans le pus garantit le lâchage des sutures et la récidive de la péritonite. Par conséquent, les extrémités digestives sont extériorisées à travers la peau sous forme d'enterostomie, couramment appelée poches artificielles. L'intestin grêle distendu subit une vidange rétrograde manuelle vers l'estomac préalablement aspiré. L'intervention se conclut par le temps le plus fastidieux mais le plus vital, la toilette péritonéale. Des dizaines de litres de sérum physiologique tiède sont déversés dans l'abdomen pour éliminer mécaniquement les fausses membranes, l'exsudat et la charge bactérienne, en insistant sur les recoins anatomiques que sont les gouttières pariétocoliques et le cul-de-sac de Douglas, jusqu'à ce que l'eau de lavage ressorte parfaitement claire. Le placement de drains abdominaux post-opératoires clôture ce protocole de sauvetage. Certaines formes de péritonite ne déclenchent pas un embrasement général de l'abdomen, mais adoptent un développement furtif et localisé. Ces collections circonscrites résultent soit d'une perforation immédiatement colmatée, soit d'une réaction immunologique extrêmement efficace des organes adjacents, formant un barrage physique empêchant la diffusion bactérienne. Elles apparaissent fréquemment de manière secondaire, comme complication d'un acte chirurgical post-opératoire. Cliniquement, ces abcès génèrent une douleur stricte localisée, des nausées,
une altération du transit et une fièvre en plateau, oscillant entre 38 et 38,5 degrés. La paroi abdominale, au-dessus du foyer, présente un empattement dur qualifié de blindage, mât à la percussion. Les deux foyers majeurs sont l'abcès sous-phénique, localisé sous les coupoles diaphragmatiques, forçant le diaphragme vers le haut sur la radiographie pulmonaire, détectable au scanner, et l'abcès du cul-de-sac de Douglas, consécutif à une appendicectomie ou hystérectomie, provoquant de faux besoins rectaux et une rétention urinaire. Tous nécessitent un drainage chirurgical profond en urgence. Enfin, il existe des péritonites qualifiées de primitives, où l'abdomen est infecté sans la moindre perforation viscérale, sans processus inflammatoire de voisinage et sans traumatisme pénétrant. Extrêmement rares dans la pratique médicale contemporaine, elles sont généralement monobactériennes, impliquant le streptocoque hémolytique ou le pneumocoque. Ces infections touchent quasi exclusivement les enfants de moins de 10 ans, majoritairement de sexe féminin. Le tableau d'apparition est d'une brutalité extrême, syndrome infectieux sévère, fièvre, diarrhée et abdomen massivement distendu, mais la contracture pariétale est souvent absente. Le diagnostic est confirmé par la mise en évidence d'une infection respiratoire simultanée ou la présence d'herpès et acté par l'analyse du liquide acidique prélevé par ponction prouvant la présence d'un germe Gram positif unique. La particularité majeure de ces péritonites primitives est qu'elles sont strictement médicales. L'antibiothérapie intraveineuse permet la guérison complète sans nécessité d'ouverture chirurgicale du ventre, à l'instar des péritonites tuberculeuses ascitiques ou fibrocaséeuses, exceptionnelles. Les rapports d'autopsie et les données de réanimation convergent vers une vérité clinique incontestable. La péritonite aiguë est une machine de destruction physiologique implacable. En diffusant des toxines chimiques et des milliards de bactéries dans un espace stérile, elle déclenche une réaction en chaîne foudroyante abattant les systèmes rénal, respiratoire et hémodynamique en quelques heures. La survie du patient repose exclusivement sur la détection des preuves cliniques formelles, douleurs explosives, faciès caractéristiques et contractures abdominales invincibles. Face à la confirmation radiographique du pneumopéritoine, la médecine n'a qu'une seule option viable, l'excision, le nettoyage mécanique à grand volume et la réanimation intraveineuse massive. Il n'y a pas de guérison spontanée pour une perforation digestive organique. Comprendre cette mécanique létale, c'est reconnaître la ligne de démarcation ultra fine entre un mal de ventre aigu et un arrêt systémique mortel. Si les mécanismes de ces défaillances internes et l'investigation médicale des urgences vitales vous interpellent, inscrivez-vous à nos futurs dossiers d'enquête médicale.